Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Tchad, le dialogue national dit inclusif et souverain a permis de repenser la forme de l'État, l'organisation institutionnelle ainsi que l'avenir du Conseil militaire de transition. Dans d'autres pays africains, se sont également tenues des assises dites nationales ou encore des dialogues inclusifs et souverains. Il convient dès lors de se demander quelle finalité de ces assises et dialogues sur le continent africain, ces formes aujourd'hui de rencontres, des enjeux politiques ou encore des espaces aujourd'hui de stabilité de l'espace public, le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, la région ouest africaine est depuis quelques années confrontée au développement de l'extrémisme violent, au terrorisme, à des conflits communautaires ou encore au développement de certains groupes rebelles séparatistes. Face à une telle situation, les armées nationales et leurs partenaires essaient de s'organiser pour apporter des solutions face à cette situation. Quelles conséquences aujourd'hui de cette situation d'insécurité? Comment développer d'autres approches pour mieux faire face aujourd'hui à cette situation sécuritaire dans la région ouest africaine? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler, nous sommes avec nos invités, Dr Moussa Diop. Vous êtes analyste politique et spécialiste également en sciences politiques et relations internationales. Merci d'être là avec nous. Merci Daouda, merci de nous recevoir encore une fois. Merci à vous également d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, également spécialiste en relations internationales et sciences politiques. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Merci Daouda. Et docteur Moussa Diop, récemment au Tchad, je l'ai dit en introduction, le Tchad, ce pays, a bouclé aujourd'hui son dialogue national dit inclusif et souverain. Les conclusions aujourd'hui issues de ce dialogue font débat dans le pays. Vous déjà, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce dialogue et des résultats qui sont sortis de cette rencontre? Alors, le dialogue au Tchad intervient quand même après une longue période d'instabilité marquée par un coup d'État où le fils Déby a été placé. Donc, une rupture dans l'ordre institutionnel, une confiscation encore du pouvoir des volontés populaires, une incursion, encore une fois, ou une stabilisation de la présence des militaires dans le système politique. Donc, déjà, on a un cadre qui n'est pas propice au dialogue. Mais il faut rappeler aussi qu'en Afrique, il y a toujours eu des modalités de résolution des conflits, des modalités alternatives. Et donc, c'est dans le modèle des conférences nationales, par exemple, qui ont été organisées au Bénin, la première fois au Bénin, dans les années 80. Et donc, ce dialogue-là, qui s'est déroulé au Tchad, s'inscrit dans la même dynamique. C'est-à-dire trouver des moyens alternatifs de régler les conflits politiques pour essayer d'inscrire le pays dans une sorte de relative stabilité. Maintenant, il faut voir si les différentes parties prenantes qui ont été associées à ce dialogue-là porteront le projet jusqu'au bout et que les populations et le reste, justement, des militaires et autres, les autres acteurs, pourront adhérer massivement et porter ce projet jusqu'au bout. Et là, par rapport au dialogue, vous êtes prononcé tout à l'heure par rapport au dialogue et à son organisation, mais qu'en est-il aujourd'hui des résultats qui sont ressortis de ce dialogue? Quelle lecture en faites-vous? Alors, je ne peux qu'être... est-ce que c'est de l'optimisme? Je ne sais pas, mais quelque part, je reste mesuré, prudent par rapport à ces résultats-là. Et je pense qu'il faut rester aussi encore dans l'observation, dans l'expectative, parce qu'il y a le discours, il y a l'environnement dans lequel sont organisés ces dialogues, mais il y a aussi les mesures qui vont être prises. Effectivement, est-ce que ça va être réalisé sur le terrain? Là, je convoque la sincérité des acteurs. Voilà. Et vous, cher Sadibou, l'initiative à ses débuts a été saluée par une organisation comme l'Union africaine ainsi que les partenaires internationaux. Je veux bien sûr parler du dialogue qui s'est tenu au Tchad, mais elle a pourtant été boycottée par une bonne partie aujourd'hui de l'opposition tchadienne ainsi que des groupes politico-militaires comme le FACT. Aujourd'hui, quel impact de ce boycott sur les résultats qui sont sortis de ce dialogue ou bien les conclusions issues de ce dialogue national tchadien? Comme je l'avais dit tantôt lors d'un précédent épisode du débrief, je vous avais dit que ces dialogues, personnellement, moi, je considérais ça comme une farce de demi-fils. Parce qu'au Qatar, ils se sont réunis, on a tout on a tout fait pour vraiment repousser les dates de ce dialogue-là, mais finalement,
il a su prolonger vraiment le délai de transition et finalement il va se présenter, il est candidat donc, pour être président de la République du Tchad. Donc c'est ce conseil militaire-là en tout cas qui s'est organisé autour de Déby Fils pour vraiment essayer de le maintenir au pouvoir. Donc je pense que s'attendre vraiment à un messie ou à quelque chose d'inclusif par rapport à ce qui se passe actuellement au Tchad, je pense que c'est dormir dans les bras de Morphée. Parce qu'actuellement, il y a des manifestations dans le pays, il y a des morts. Donc tout cela entre dans un cadre qu'il faut analyser peut-être de manière à long terme. Parce que depuis 60 jusqu'à présent, depuis 60 aux années 90, on a vu que les pays africains pratiquement étaient sous l'escarcelle d'un bloc, parce que le monde était un monde bipolaire. Donc, arrivé aux années 90, avec l'effondrement du bloc soviétique, on va parler de la fin de l'histoire et du dernier homme, le choc des civilisations de Manio Huntington et de Fukuyama. Donc, le monde va être multipolaire. Donc, il y aura des puissances différentes. Donc, mais les pays africains francophones qui étaient plutôt sous l'escarcelle française, lors de la conférence de la Baule avec Mitterrand et Chirac, Mitterrand va montrer la voie aux pays africains pour leur dire démocratisez vos pays, ouvrez vraiment des dialogues, permettez aux partis politiques de pouvoir vraiment se prononcer et d'aller aux élections. Même le Sénégal Abdou Diouf était une vedette lors de ce sommet-là parce que le Sénégal avait une avancée par rapport à ces problèmes de dialogue national-là qu'on voit aujourd'hui. Ici, dialogue national, là-bas, dialogue inclusif, là-bas, assise nationale. Et d'ailleurs, Dr Moussa Diop a rappelé tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, c'était déjà une tradition existante dans nos peuples, le fait de se retrouver aujourd'hui pour dialoguer, que ce soit autour de l'arbre à palabre ou dans d'autres situations. Exactement. Mais vous avez parlé tout à l'heure de bipolarisation de l'espace aujourd'hui, du monde en fait. Est-ce qu'on n'en revient pas à cela aujourd'hui, avec de plus en plus face à la situation sécuritaire, surtout sur le continent africain, avec certains qui prennent parti pour tel partenaire ou bien préfèrent s'allier à tel partenaire au détriment de tel autre? Est-ce qu'on n'en revient pas aujourd'hui à bipolariser ce monde-là? Oui, actuellement, ce qui se passe en tout cas sur le continent africain, c'est une sorte de bipolarité entre les puissances, la Chine, la France, les États-Unis, la Russie. Ce qui se passe au Mali avec l'assise de la refondation convoquée par Assimi Goïta qui a permis aux différentes parties vraiment de se regrouper. Des assises nationales au Burkina également. Les assises au Burkina qui se préparent. Donc pour vous dire que chaque pays, certes, a sa méthode, mais c'est une sorte de bipolarité qui est en train de descendre actuellement sur le continent africain parce qu'on sait que Assimi Goïta est plutôt proche peut-être des partenaires russes. Parce qu'ils affirment que c'est des conseillers militaires qui sont actuellement au Mali, alors que la communauté internationale parle de mercenaires du groupe Wagner. Donc, tantôt c'est des mercenaires, tantôt pour d'autres c'est des conseillers militaires. On l'a vu en Libye avec les conseillers militaires américains. Donc, eux, peut-être ils sont doux, c'est pourquoi on les appelle des conseillers militaires. Donc, pour dire tout simplement que actuellement, ce qui se passe en Afrique, il y a des enjeux internationaux par rapport à nos situations internes. Au niveau, par exemple, du Sénégal, on a eu les assises nationales. Ces conclusions n'ont pas pratiquement été respectées par le régime actuel. Et on reste souvent avec les conclusions issues de ces dialogues. Docteur Moussa Diop, vous aviez tout à l'heure parlé d'un fait, c'est-à-dire, espérons aujourd'hui que souvent ces rencontres-là, les résultats qui en sont sortis, soient respectés par les parties prenantes. Mais qu'en est-il aujourd'hui souvent des parties également qui choisissent volontairement de boycotter ces rencontres puisque dénonçant un caractère non inclusif? À l'issue aujourd'hui des conclusions, est-ce que ces conclusions engagent également ces partis qui avaient pris la décision de boycotter? Alors, on se retrouve dans la situation des assises nationales sénégalaises où une partie du personnel politique ne s'était pas engagé formellement à signer et respecter les conclusions. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a un travail qui a été fait en amont et finalement, 2 ans, 3, 4, 5 ans plus tard, ces conclusions ne sont pas appliquées. Maintenant, ce qu'il y a à dire ici, c'est que nos problématiques principales en Afrique, c'est l'essentiel des enjeux qui nous gouvernent ou relèvent de la volonté des politiques. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de déconnexion entre des décisions souveraines et des comportements d'acteurs politiques. Et ce qui fait qu'on aura beau organiser des assises, des conférences, des rencontres, associant les parties prenantes issues de la société civile, et qui feront d'ailleurs un excellent travail. Mais au bout des bouts, à la fin des comptes,
il y a comment ça peut dire, une détermination des acteurs politiques. S'ils se décident à ne pas appliquer, ils trouveront toujours les arguties pour dire « Ah non, nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons pas signé, etc., etc. » Donc nous ne sommes pas engagés formellement à appliquer ces décisions. Et on se retrouve, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on va refaire tout le cycle de la discussion, de la recherche de consensus, pour au final, voilà. C'est ça, en fait, ce que je disais en amont, c'est qu'il y tient beaucoup de la sincérité des acteurs. Déjà, pour le Tchad, il y a un problème à la base. C'est-à-dire que ces dialogues ne sont pas inclusifs. Il y a Déjà, au Tchad, le dialogue a été boycotté par l'opposant principal aujourd'hui, Successeur Masra. Également, le groupe politico-militaire le plus représentatif, ainsi que d'autres, c'est-à-dire le FAC, a aussi boycotté ce dialogue. Donc, il y a déjà un problème à la base d'inclusivité. Donc, ce ne sera pas des conclusions qui sont largement partagées. Il se posera toujours, encore une fois, la question de la sincérité des acteurs en jeu. Et c'est d'ailleurs un élément très déterminant, que ce soit dans les études en relations internationales, comme dans les études en sciences politiques. Le sujet, en tant qu'acteur légitime, son comportement peut peser soit dans les situations nationales, soit dans des situations internationales. Et ce qu'il nous faut en Afrique, c'est vraiment un renversement de génération, une nouvelle génération d'Africains qui vont porter les aspirations de ces Africains-là, mais en ayant au cœur de leur action la légitimité des populations. Les populations m'ont confié leur voix, qu'est-ce que je dois en faire? C'est valable pour les hommes politiques, en tant que président, en tant que ministre, à toutes les échelons, en tant que député, et même le militaire, dans sa fonction de militaire. Qu'est-ce qu'il fait au service de la nation? Et pour cette nation ou ces populations dont vous venez de parler, qu'en est-il de cette partie-là ou bien de cette frange-là aujourd'hui de la nation, surtout lors de ces rencontres? Puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, la finalité de ces dialogues, elle est quand même politique, quoi qu'on dise. Même s'il y a des acteurs de la société civile, des syndicats et autres, au final, les derniers mots reviennent aux politiques. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la voix de cette nation, ou bien est-ce que la voix de ce peuple-là est bien portée au niveau de ces dialogues, ou de ces cadres, en tout cas, dits inclusifs et souverains? La question que vous venez de poser pose une autre qui est fondamentale, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous percevons comme étant démocratie? Et la démocratie aujourd'hui traverse une grande crise, que ce soit dans les pays européens ou dans les autres pays. En Afrique, cette crise se pose aussi dans les mêmes termes, c'est-à-dire une crise de la légitimité, une crise de la représentativité et en arrière-fond, la place des citoyens qui est électeur dans ce système-là, dans cette organisation-là. Est-ce qu'on va cantonner le citoyen à un simple rôle d'électeur ou bien on va lui donner plus de place et le faire peser dans les décisions qui vont avoir quand même des impacts dans sa vie quotidienne? C'est une question de fond qui ne peut pas se régler malheureusement autour d'une émission, mais qui interroge nos pratiques politiques, nos perceptions des systèmes dans lesquels nous évoluons et des aménagements à faire réellement. Ça se pose pour le Tchad, qui finalement, la société civile ou le citoyen lambda va jouer le rôle de caution. Ça s'est posé au Sénégal pour les assises nationales. Les citoyens ont joué le rôle de caution. Et d'ailleurs, ça permet en fait de basculer dans une certaine fracture, parce qu'on va avoir des acteurs des sociétés civiles qui vont se permettre un acteur politique en se prévalant de cette légitimité-là. Oui, moi je suis acteur des sociétés civiles, et j'ai fait différentes assises, différentes propositions des acteurs politiques, mais ça n'aboutit pas. Donc, je vais essayer de me prévaloir de la légitimité populaire pour... Et face à cette crise aujourd'hui de la légitimité, ou bien crise également aujourd'hui de la représentativité que l'on constate, cher Sadibou, est-ce que cela doit également inviter à repenser même la démocratie? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de crise même de la démocratie, est-ce que cela n'amène pas à repenser en tout cas la démocratie ou le modèle démocratique sous nos cieux? Oui, je suis parfaitement d'avis avec M. Diop, surtout par rapport à notre système politique, parce qu'on a vu que la plupart des pays africains ont choisi le système présidentiel qui découle vraiment des États-Unis d'Amérique. Mais
vu la manière qu'on a essayé de l'adopter par rapport à notre vécu quotidien, par rapport à notre sociabilité, montre qu'il y a des limites. Ces limites même, vraiment au Sénégal, on peut les constater parce qu'avec les événements de 62 entre Senghor et Mamadou Dia, on avait une dualité entre Senghor et Mamadou Dia. Mais donc, par rapport à ce problème que vous venez de soulever, c'est-à-dire la dualité constatée en 62, donc est-ce un problème de système politique? Puisque ce qu'on connaît le plus en Afrique, c'est un présidentialisme fort. Oui. Et en 60, le président Senghor a tenté aujourd'hui un régime parlementaire où la plupart, en tout cas, des pouvoirs étaient détenus par le président du Conseil, qui faisait office, si on peut l'appeler, de Premier ministre à l'époque. Et pourtant, cela n'a fait que 2 ans avant que des problèmes ne surgissent. Le présidentialisme fort également, il y a problème. Le modèle présidentiel, là, il y a problème. Donc, est-ce un problème de système politique? Il y a un problème de système politique, mais il y a un problème aussi de franchise de la personnalité politique, comme l'a évoqué M. Diop. Parce que Senghor et Mamadou Dia, il y avait une différence d'approche. Ils étaient tous des socialistes, mais Mamadou Dia peut-être était plus proche des milieux marxistes que Senghor, qui était plutôt proche des milieux libéraux. Mais cette dualité a l'un foncièrement nationaliste, l'autre foncièrement un peu plus socialiste libéral. Donc maintenant, cette fameux coup d'État qu'on a créé un beau matin contre Mamadou Dia, on sait que vraiment Mamadou Dia n'avait pas ces intentions-là. Maintenant, l'histoire a bien montré que Mamadou Dia ne voulait pas faire de coup d'État contre Senghor. Donc il y avait une certaine mascarade par rapport à cela. Il n'y avait pas de franchise des acteurs politiques à l'époque. À un moment donné, donc Senghor s'est rendu compte qu'il faut bâtir un régime fort, un régime présidentialiste où on va concentrer tous les pouvoirs autour du président de la République. Il va nommer au poste civil et militaire, il va définir la politique de la nation et tout ça. Finalement, même le poste de Premier ministre, il est là pour orner vraiment les salles. Mais finalement, le Premier ministre, on le voit même actuellement, le président de la République aujourd'hui, il peut enlever ce poste de Premier ministre, après il peut le retourner. Donc, pour vous dire tout simplement qu'on a un problème de système politique qui doit s'adapter par rapport à notre réalité quotidienne, mais aussi la franchise des acteurs. Parce qu'on ne peut pas être acteur politique et participer à des assises et signer ces assises-là et venir au pouvoir et dire à sa population non, finalement, les conclusions de ces assises-là ne m'engagent pas. Mais, quelles sont les valeurs, ou bien quelle est la valeur juridique aujourd'hui de ces assises-là? Donc, mais on ne peut pas parler de valeur juridique à 100% de ces assises nationales, là, du moment où c'est peut-être une partie de la classe politique qui s'est tenue en conclave et ont décidé, par exemple, de mettre en place des systèmes d'assises qui vont leur permettre de débattre des problèmes du Sénégal. À l'époque, on avait vu qu'Abdoulaye Wade avait critiqué farouchement ces assises-là. Donc, le PDS, aussi, en tant que parti politique, n'a pas participé à ces assises-là. Mais la classe politique sénégalaise, l'opposition à l'époque, avec les Ousmane Tanor Dieng, les Abdoulaye Bathily, d'autres professeurs ont participé à ces assises-là et ont donné des conclusions, mais le président actuel du Sénégal, Macky Sall, n'avait pas participé à ces assises-là, mais en tant qu'opposant, après, il a signé la conclusion de ces assises-là, mais finalement, arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que à 100%, ces assises ne les engagent pas. Donc, on ne peut pas parler de... Et cela peut s'expliquer également dans la mesure où le président actuel, à l'époque président de l'Alliance pour la République, son parti, dit avoir signé aujourd'hui les conclusions de ces assises sous réserve. Et pour ce qui est aujourd'hui de la démocratie, Dr Moussa Diop, comment aujourd'hui repenser cette démocratie-là ou bien ce système démocratique sous nos cieux, puisque vous évoquez une crise de la démocratie? Alors, sous nos cieux, la réflexion, elle est amorcée, les sociétés civiles en parlent. Mais je relève toujours qu'il y a une déconnexion entre les acteurs politiques, c'est-à-dire en tant que parti constitué, et les citoyens électeurs ou les sociétés civiles. Il y a une déconnexion parce que du point de vue, par exemple, de la culture politique, de l'expression politique, les citoyens sont à des milliers d'années-lumière, dépassent largement en fait les acteurs politiques. Parce que ces citoyens-là imaginent ou rivalisent d'imagination, d'ardeur dans les modes d'expression politique. S'il n'y a pas que le vote, il y a l'humour, il y a le rap, il y a le théâtre, il y a plein de choses, l'expression même de rue, pour exprimer quelque chose qui relève du désaccord ou de l'accord, etc. Donc, il y a une imagination qui avait même été fortement remarqué en 2012 durant la présidentielle avec l'émergence, si je peux l'appeler ainsi également, d'un mouvement de la société civile comme Y'en a marre qui était composé de rappeurs et d'autres acteurs aujourd'hui, issus aujourd'hui de cette classe sociale qui n'était pas en accord, en tout cas qui n'était pas d'accord de la façon avec laquelle le pays était géré sous le régime de Wade. Et sur le plan théorique par exemple, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont en train de réfléchir sur la question du vote
et notamment la question de l'abstentionnisme. Comment faire en sorte de comptabiliser l'abstentionnisme et de le percevoir comme une expression politique d'un désaccord par rapport à des offres politiques qui ne correspondraient pas à nos attentes. Donc c'est une réflexion qui doit être menée, qui doit associer à la fois des chercheurs, mais aussi des acteurs de la société civile, qui est une réflexion en écoute par rapport aux populations, parce qu'en définitive, moi j'ai l'habitude de dire que l'individu est un acteur politique en puissance, c'est-à-dire que même n'étant pas dans un parti politique, il porte quand même par ses actes, par ses postures, une parole politique qui peut impacter. Donc il faut associer, écouter les populations pour pouvoir amener des axes d'amélioration à cette démocratie. Pour le moment, la démocratie reste relativement le meilleur système, le moins pire le moins pire des comme on l'a dit. Mais on sent fortement que ce système-là est dépassé aujourd'hui, notamment avec toute l'explosion d'Internet. On a parlé jadis de Web 1.0, Web 2.0. Maintenant, on parle même de Web 5.0 avec tout ce qui est de l'ordre du web sémantique, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Donc, il y a un pan entier de possibilités qui s'offrent à nous et vous pouvez voir des hommes politiques qui ne savent pas manier les réseaux sociaux, par exemple. Alors que vous voyez, même quelqu'un qui ne sait pas lire et sur les réseaux sociaux et sur les plateformes utilise WhatsApp, etc. Donc, c'est des pans entiers de possibilités d'expression qui s'offrent. Et notamment plus aussi, certains hommes politiques commencent à comprendre cela, que ce soit au Sénégal, sur le continent africain, voilà, ou bien au-delà. De plus en plus, ils savent que c'est je ne dirais pas un électorat, mais en tout cas, beaucoup sont connectés et ce serait bien aujourd'hui de passer par ces canaux-là. Voilà. Comme le quatrième pouvoir. Donc, ce serait bien pour beaucoup de passer par ces canaux-là pour mieux véhiculer ou bien pour mieux communiquer par rapport à leur offre politique. Et pour cette question de l'abstentéisme que vous avez soulevée tout à l'heure, on constate également sur le continent africain que pour la plupart des élections, souvent, soit c'est organisé sur une partie, des fois même une infime partie aujourd'hui du territoire, avec un taux des fois en deçà même de la moyenne, et pourtant qui sort un résultat qui est quand même, pour le rappeler tout à l'heure, en tout cas c'est un résultat, les gens sont allés voter, même si c'est aujourd'hui un taux faible de 40 ou 30%, mais aujourd'hui il y a vote, il y a eu élection, donc au moins c'est déjà un acte bien qui a été posé, d'où l'intérêt de repenser la démocratie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et de plus en plus, le scénario est fréquent sur le continent africain, c'est-à-dire à un certain moment de la vie d'une nation, s'il y a une certaine instabilité, que ce soit politique ou sociale, on voit les tenants du pouvoir aujourd'hui faire appel à l'opposition et à la société civile pour venir dialoguer ou bien tenir des assises. Quelle que soit aujourd'hui l'appellation qu'on puisse lui donner, c'est le fait, en tout cas pour eux, de faire retrouver toutes les filles et tous les fils aujourd'hui de cette nation autour de l'essentiel pour donner leur point de vue face à la crise aujourd'hui qui frappe ce pays-là. Que pensez-vous déjà de telles initiatives? Au tout début de vos développements, vous avez soulevé le problème aujourd'hui de franchise et de confiance. Mais de telles initiatives déjà, en soi, qu'est-ce que vous en pensez? De telles initiatives en soi font bien, en fait, pour les standards internationaux. C'est-à-dire qu'un pays qui organise régulièrement des élections, c'est un bon pays. C'est-à-dire c'est un bon point. Un pays qui qui trouve des moyens internes de régulation des conflits, donc sans faire intervenir l'ONU et les autres instances internationales, c'est un bon point. Enfin, ça veut dire que dans la perception que c'est un pays où les acteurs politiques, ou en tout cas la société, est mature politiquement et à même de se prendre en charge. Donc c'est des choses qui sont des actes de communication qui peuvent avoir de gros impacts sur le monde international. Mais en réalité, sur les terrains effectifs, la façon dont sont organisées ces rencontres-là exclut une certaine frange, soit des acteurs politiques, parce que de manière parfois unilatérale, des membres de l'opposition peuvent se dire non, nous ne voulons pas participer à ces assises parce que voilà, c'est une manœuvre politique. Ou bien la façon dont c'est organisé exclut par rapport à l'organisateur, le gouvernement, enfin le régime qui organise, met en place de tels verrous que finalement certains sont exclus. Ouais. Donc deux formes d'exclusion, deux formes de mécanismes d'exclusion, et qui rend compliqué la perception d'une bonne sincérité de la franchise de ces acteurs. Et ça jette du discrédit, parce qu'on les regarde comme des outils qui finalement ont des visées politiques. C'est-à-dire que d'une partie, par rapport au monde international, on communique, on dit que nous sommes un bon pays, voilà, nous sommes matures et ça. Et dans le contexte national, on appelle au dialogue
et ceux qui ne viennent pas, on les met à dos. Ce sont les fautifs. Ce sont les fautifs. Ils ne veulent pas parler. Mis à part ce discrédit-là que vous venez de soulever, cher, quelles doivent être les finalités aujourd'hui de ces dialogues ou assises, qu'ils soient dits national ou inclusifs ou bien même souverains? Quelles doivent être leurs finalités selon vous? Au-delà du discrédit, quand dès l'entame ou bien quand dès le début, il n'y a pas eu inclusion. Mais aujourd'hui, quelles doivent être les véritables finalités de telles rencontres? Leur finalité, surtout, ça doit permettre aux classes politiques, à la classe politique de pouvoir se retrouver autour de l'essentiel et de parler de paix. Parce que quoi qu'on puisse dire, si on prend l'exemple du Sénégal, c'est un pays de dialogue où dans les années 90, dans les années 80 et 90, lorsqu'il y avait élection et lorsqu'il y avait problème, Abdou Diouf, lorsqu'il a appelé au dialogue, Abdoulaye Wade allait le rejoindre. Il entrait même dans le gouvernement, puis arrivé aux élections, il allait ressortir et poser sa candidature. Donc le système électoral était respecté. Donc pour vous dire tout simplement que la finalité de ces dialogues-là, c'est de permettre à la classe politique de se retrouver, mais dans la sincérité. Comme M. Diop l'a dit tout à l'heure, parce qu'il manque de sincérité des fois de la part des acteurs. Parce qu'on ne peut pas évoquer, on ne peut pas réunir des personnalités politiques pour un dialogue franc qui va permettre à la classe politique de se retrouver autour de l'essentiel et qu'on écarte une bonne partie des représentants. Pour le cas du Tchad avec le FACT, et Succès Masra aujourd'hui avec les manifestations. Donc pour vous dire qu'il y a une certaine méfiance réciproque peut-être dans certains pays entre acteurs, mais dans des pays comme le Sénégal aussi, il y a une certaine méfiance réciproque, mais on voit qu'à un moment donné, ils savent se retrouver autour de l'essentiel et parler de paix. Se retrouver autour de l'essentiel, c'est également ce que cherchent certains pays, en tout cas de la zone ouest africaine, des pays qui sont aujourd'hui confrontés à une certaine situation d'insécurité. Face aujourd'hui à cette situation, certaines solutions militaires et bien d'autres sont développées. Quelles approches aujourd'hui pour mieux répondre ou bien pour répondre efficacement face à cette situation dans la zone ouest africaine? Le développement, c'est en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Cheikh Sadibou, dans la région ouest africaine, de plus en plus les armées nationales sont victimes aujourd'hui de groupes terroristes. C'est le cas au Mali, au Burkina, au Niger, entre autres. Des attaques souvent répétées et meurtrières également contre des forces de défense et de sécurité ainsi que leurs alliés. Quelle lecture faites-vous déjà de cette situation sécuritaire dans la région ouest africaine? Oui, dans la région ouest africaine, il faut constater que depuis un certain moment, la situation sécuritaire est en train de dégénérer. Moi, je préfère même canaliser cette situation de 2011 avec les printemps arabes jusqu'à aujourd'hui en 2022. Parce que de 2011 à 2022, avec les printemps arabes, surtout lorsque le colonel Kadhafi a été tué, on a vu que les armes qui transitaient en Libye sont descendues dans le Sahel, alors qu'on sait que le Sahel, vraiment, c'est un ensemble vaste, mais aussi composé de pays qui sont plutôt souvent pauvres, des pays pauvres qui n'ont pas assez de ressources sécuritaires qui leur permettent de couvrir la majorité de leur territoire. Donc lorsque ces armes sont descendues dans le Sahel-là, des groupuscules se sont emparés de ces armes-là et ont contribué à la déstabilisation de cette zone-là, que ce soit au Burkina, au Mali et vraiment au Niger. Donc depuis cela, on voit que cette région-là est en proie avec l'instabilité. Mais personnellement, il faut faire aussi une analyse assez longue par rapport à ce qui se passe actuellement au Sahel, surtout par rapport au changement de régime militaire. Parce qu'avec les indépendances de 60 jusqu'aux années 70, c'était les pères fondateurs qui étaient au pouvoir pratiquement. Donc avec les coups d'État et l'éviction des pères fondateurs, nous allons avoir des régimes militaires qui vont venir au pouvoir. Mais avec les conférences nationales des années 90, c'est un vent démocratique qui va souffler au niveau du continent ouest africain. Mais arrivé aux années 2011 avec les printemps arabes là, on voit que c'est un problème sécuritaire qui se pose dans nos pays parce que les populations ne se sentent plus en sécurité. Parce qu'avec l'effondrement du bloc soviétique, on parle de sécurité collective. Mais face à ce problème sécuritaire aujourd'hui et ce retour de la prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle, à savoir les coups d'État, est-ce que ce mélange également n'aggrave pas la situation dans une zone déjà instable? Oui, ce mélange aggrave la situation. C'est pourquoi les chefs d'État,
il faut qu'ils prennent à bras le corps les situations qui sont actuellement dans le pays au niveau du Sahel. Parce que les populations ne se sentent plus en sécurité chez eux. Les populations sont menacées pratiquement par des groupuscules qui contrôlent des zones vastes où les pays n'ont pas peut-être de contrôle, où l'armée peut-être n'est pas assez disponible pour mener des combats contre ces groupuscules-là. C'est pourquoi dans ces zones-là, il faut mettre en place des politiques de développement qui vont permettre ces États-là, ces zones-là de pouvoir se développer. Par exemple, au Mali entre 2017 et 2020, un programme de 300 millions de dollars était mis en place par le gouvernement malien pour permettre les zones de Tombouctou, de Kidal et de Gao de pouvoir se développer par rapport aux autres régions maliennes. Au Burkina Faso aussi, c'était la même chose. Plus de 200 millions de dollars ont été mis en place par le gouvernement burkinabé entre 2017 et 2020 pour permettre aussi à ces zones-là de pouvoir être équilibrées par rapport aux autres zones du Burkina. Mais jusqu'à présent, malgré ces efforts-là pressentis au niveau de ces gouvernements-là, on a vu que le problème persiste, le problème du mal développement est là. Par rapport à cette persistance du mal développement, Dr Moussa Diop, qu'est-ce qui explique cela dans la mesure où c'est d'importantes mannes financières, que ce soit des ressources publiques venant aujourd'hui des États concernés ou bien même de leurs partenaires internationaux, mais sur le terrain, on ne sent pas véritablement aujourd'hui, ou bien on ne sent pas vraiment cet investissement, ou bien ces investissements à hauteur de plusieurs millions d'euros ou plusieurs milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cela n'est pas fortement ressenti à la base ou dans ces zones-là? Il faut d'abord s'interroger sur la nature des acteurs qui captent ces mannes financières-là. Qui sont ces acteurs? Qui sont ces organismes qui sont sur place, qui doivent conduire ces projets de développement-là? Est-ce que ces projets de développement s'inspirent des réalités locales? Est-ce que les populations y sont associées? Donc ça, c'est deux questions fondamentales qu'il faut d'abord se poser. Et une fois qu'on a réglé ces deux questions, là, on peut comprendre où passent ces finances. Quand je me rappelle de mon cours de sociologie de développement où notre prof nous disait que une des problématiques principales de ces organismes de développement, c'est une grande partie de ces budgets alloués à ces programmes passent dans les budgets de fonctionnement. Recruter du personnel expert, nourrir sa personnel sur le terrain, le loger, etc. etc. Ça, et au final, seule une infime partie arrive aux ayants droit, aux bénéficiaires. Donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser le paradigme du développement ici et se dire qu'en fait, on va partir de la population à la base. S'il y a salariés, on salarie la population à la base et travaille avec cette population à la base-là puisque c'est du savoir endogène, de la main-d'œuvre endogène, et travaille avec ce savoir et cette main-d'œuvre-là pour pouvoir développer ça. Par rapport au fait de repenser aujourd'hui ce développement-là à la base, on revient souvent, surtout pour ce qui est de la situation au Sahel, on revient souvent aujourd'hui sur l'impact de la chute du régime de Mohamed Kadhafi et toutes les armes qui ont transité et tout. Mais est-ce que tout cela également n'a pas trouvé des conditions propices aujourd'hui au développement de ces groupuscules ou bien au développement de ces groupes armés dans cette zone du Sahel et dans la région ouest africaine? La configuration du Sahel implique au moins deux choses. Un vaste étendue territoriale, donc c'est des grands espaces, des grands ensembles géographiques. Deux, le fait qu'il n'y a pas une continuité étatique. Les États du Sahel, ou même nous, nos États ouest-africains, pour parler de l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas les moyens d'assurer leur présence dans toute l'étendue du territoire. Quand je parle de présence, c'est la présence des services de l'État. C'est-à-dire que les populations puissent se sentir comme habitants de ces pays-là. Avoir la nationalité, avoir un extrait de naissance, pouvoir aller à l'école, avoir accès à des soins de santé de base, pouvoir avoir un interlocuteur de l'État. Donc, deux problématiques majeures qui se posent déjà. Et donc, c'est un contexte favorable. Vous voyez dans ces zones-là des groupuscules, pour reprendre le terme, qui auto-organisés contrôlent les territoires, avant même la question des armes de Kadhafi. C'est-à-dire, contrôler ces territoires impliquait d'avoir une organisation locale, c'est-à-dire un mini-gouvernement avec une économie locale. Se substituer à l'État en quelque sorte. Se substituer fondamentalement à l'État, répondre à des besoins qui sont exprimés par les populations. On voit ce type d'exemple dans d'autres pays. C'est-à-dire au Brésil, vous voyez ça, des narcotrafiquants qui se substituent à l'État pour répondre à des besoins, sécuriser un ghetto, assurer l'école, assurer le travail à tout le monde.
dans un ghetto. Donc c'est les mêmes types d'organisations qui sont dupliquées dans cette partie-là. Et vu en sauveur par ces populations aujourd'hui qui sont bénéficiaires de cette situation-là. Directement, il y a des formes de loyauté. Et cette situation également avait emporté le président démocratiquement élu Marc Christian Kaboré, ainsi que son successeur également dernièrement, à savoir le colonel Paul-Henri Damiba. Ce dernier a à son tour été renversé par le capitaine Traoré. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette évolution rapide de la menace terroriste, puisque au sein de ce pays-là, à savoir le Burkina, puisque les raisons pour lesquelles aujourd'hui Damiba avait renversé Kaboré, on a vu également une recrudescence ou bien une évolution rapide de ces attaques terroristes et de l'évolution surtout du nombre de morts parmi les forces de défense et de sécurité et parmi les éléments civils, surtout les volontaires engagés auprès de l'armée burkinabé. Oui, par rapport à cette situation au Burkina, c'est cette même situation qu'on trouve pratiquement un peu partout dans les pays du Sahel. C'est pourquoi j'aimerais dire tout simplement que les populations, peut-être politiquement, sont un peu en avance par rapport aux hommes politiques, parce que les populations revendiquent plus d'autonomie, plus d'indépendance de leur pays, peut-être vis-à-vis à ce qu'ils voient comme une puissance étrangère qui est en train d'intervenir peut-être dans leurs affaires. Ainsi, on a vu une différence d'approche peut-être entre Damiba et l'actuel militaire qui est au pouvoir. Donc Damiba n'avait pas exclu peut-être les Français, parce que c'est la puissance qui est actuellement présente dans le Sahel pour maintenir l'ordre, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'actuel militaire qui est au pouvoir, Traoré, je pense, nous parle... Le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, peut-être est en train de voir comment nouer d'autres partenariats, parce qu'il voit que les Burkinabés peut-être réclament... Mais est-ce que cela ne fausse pas également les choses dès le début? Récemment, lors d'un entretien du président ghanéen Nana Akufo-Addo, accordé à des confrères aujourd'hui d'un journal panafricain, il a fait savoir que l'Afrique, ou bien le continent africain, doit sortir aujourd'hui de cette façon-là, ou bien de quitter un partenaire français pour aller vers un partenaire russe, et de voir comment développer aussi cette entente, ou bien des solutions endogènes, en tout cas des solutions qui soient africaines, plutôt qu'à chaque fois de devoir laisser un tel partenaire étranger pour un autre tel partenaire. Donc est-ce qu'on ne fausse pas les choses dès le début en voulant dire que non, nous ne voulons plus seulement de la France, nous allons nous allier à la Russie et j'en passe? Exactement. Les populations majoritairement, et même ceux qui prennent le pouvoir, faussent pratiquement ce jeu-là, parce que penser qu'en abandonnant la France, en se donnant un bras ouverts à la Russie, c'est résoudre nos problèmes, je pense que c'est se tromper. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la Russie aussi défend ses intérêts. Le général de Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'autres intérêts. Donc la Russie, peut-être avec cet aspect sécuritaire-là, est en train d'entrer sur le continent africain. On le voit en Centrafrique, avec le conseil militaire, au Mali. Peut-être le Burkina nous parle de diversifier son partenariat militaire. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut pas sous-traiter notre sécurité. Il faut le régler de manière endogène entre nous, Africains. Mais il y a aussi un problème qui se pose par rapport à nos acteurs, à nos présidents de la République, qui doivent aussi mettre même ces mécanismes-là. Mais comment régler aujourd'hui cette sécurité également de façon endogène, si même ces États aujourd'hui, ou bien au-delà même de ces États, ou bien à côté de ces États, ces forces armées peinent à aujourd'hui répondre efficacement à la menace qui est au niveau de leurs frontières, ou bien à la menace qui sévit même au sein de ces pays-là? D'abord, pour régler ce problème-là, je pense qu'il faut intervenir de manière économique dans les zones où on voit qu'il y a peut-être des exactions, ou dans les zones où on recrute la plupart de ces bandits-là qui prennent les armes et vraiment déstabilisent ces zones-là. Il faut intervenir dans ces zones économiquement, parce qu'on voit que ces zones soit sont dans des milieux pauvres où les populations voient qu'il y a des multinationales qui sont dans ces zones-là en train d'exploiter les ressources, que ce soit de l'or, de l'uranium, alors que ces zones se trouvent dans une pauvreté vraiment grandissante. Donc il faut intervenir économiquement, promouvoir le développement, permettre aux jeunes d'avoir du travail. Sinon, il va y avoir des recruteurs qui vont venir proposer de l'argent à ces jeunes-là et les amener combattre peut-être les forces de défense et de sécurité. Donc il faut intervenir économiquement. Monsieur Diop, est-ce que cela ne doit pas conduire également à repenser aujourd'hui nos contrats, que ce soit sur le plan pétrolier,
gaziers et j'en passe, puisqu'il a soulevé un détail tout à l'heure, c'est le fait que certaines zones qui bénéficient aujourd'hui de certaines ressources extractives, en tout cas dans leur sous-sol, à côté, les populations cohabitent aujourd'hui avec une certaine misère ou bien n'ont même pas accès à des cases de santé, des dispensaires ou des services sociaux de base tout simplement. Est-ce que cela n'amène pas également ou bien ne doit pas inciter nos États à repenser aujourd'hui cette question de l'exploitation de nos ressources minières ou bien de nos ressources extractives? Alors, la question de l'exploitation de nos ressources minières extractives, c'est un point dans une globalité. C'est-à-dire, ce qu'il faut surtout, c'est repenser nos souverainetés. C'est-à-dire, engager vraiment... On a beaucoup parlé d'intégration africaine, on a parlé des États-Unis d'Afrique. En fait, les problèmes de sécurité qu'on a, les problèmes économiques qu'on a, c'est vraiment parce qu'on n'a pas une vision africaine de là où nous voulons aller. On n'a pas une sécurité publique africaine. On n'a pas un plan africain de développement, ne serait-ce que même sous-régional, qu'on puisse dire, voilà, on va construire des formes de souveraineté régionale ou souveraine régionale et avec des programmes internes partagés, c'est-à-dire un programme économique pour la zone Ouest-Afrique. Mais cela existe déjà au niveau de ces organisations sous-régionales-là. Ces organisations sous-régionales sont frappées, sont disqualifiées parce qu'elles existent depuis longtemps et n'ont pas produit de résultats. Et qui ne prennent d'ailleurs pas en compte aujourd'hui les populations dans leur dynamisme, en tout cas de citoyens, dans leurs compétences. Aujourd'hui, et puis même dans leur niveau d'intégration, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui un Sénégalais se considère comme un Africain ou un Ouest-Africain ou juste un Sénégalais? Et même est-ce qu'un Sénégalais se considère simplement comme un Bourois, un Casassé ou un Sénégalais? Si on reste avec cette zone ouest-africaine, est-ce qu'aujourd'hui également il n'y a pas un pas ou bien quelques pas qui ont été faits? Aujourd'hui on peut parler de passeport ouest-africain de l'espace CEDEAO. On a également aujourd'hui l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens. On travaille également sur les questions de la ZLECAf aujourd'hui avec ce marché intra-africain. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas au moins quelques points positifs par rapport à cette intégration africaine dont vous parlez? Je ne suis pas totalement pessimiste, il y a des points positifs. Mais pour vous retourner aussi la remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus cher d'aller, moi en tant que Sénégalais, de quitter Dakar pour aller en Côte d'Ivoire que probablement d'aller en France. Et est-ce que vous pouvez expliquer le temps que vous prenez pour aller, pour faire Dakar, Abidjan ou... Voilà. Donc déjà ça, c'est un écueil. C'est un écueil. La circulation dans cette zone-là est un écueil. Voilà, mais je continue la réflexion, c'est-à-dire qu'il y a des points, il y a des acquis, il y a des acquis, mais on a urgemment besoin d'une vision africaine, une politique publique de sécurité, une politique publique de renforcement des États et des formes de souveraineté partagée. Par exemple, un pays, on sait qu'un tel pays a N ressources concernant cette... voilà, et puis on développe ces ressources-là, les retombées partagées. On sait qu'ici c'est le nucléaire, on sait qu'ici c'est l'or, on sait qu'ici c'est le gaz, on sait qu'ici, voilà. Donc on essaie d'aller vers des convergences en s'appuyant sur les forces de chaque pays pour une réponse collective. Je ne vous interromps pas, mais M. Diop a parfaitement raison. Par exemple, du temps de la colonisation, c'est ce qu'avait fait la France au sein de l'AOF. Le Sénégal avec l'arachide, par exemple pour la politique économique. Le Sénégal avec l'arachide, la Côte d'Ivoire, le cacao, les autres. C'est comme ça. Il a parfaitement raison. Il faut avoir des politiques collectives par rapport à certaines situations, surtout à cette situation sécuritaire. Parce que sinon, ça risque de continuer. Parce que les temps sont durs. Il y a la guerre en Ukraine. Donc la Russie et l'Ukraine sont en train de faire la guerre. L'Afrique a envoyé le président de l'Union africaine pour aller peut-être demander à Poutine de permettre aux navires ukrainiens transportant le céréales de pouvoir transiter. Et ce que vous soulevez tout à l'heure, tous les deux, ça amène également à autre chose, c'est-à-dire repenser même notre souveraineté, puisque même pour l'Union africaine aujourd'hui, par rapport à certaines actualités ou certaines choses qui se passent dans certains États, l'Union africaine est confrontée à cette difficulté-là, c'est-à-dire ce principe de souveraineté aujourd'hui des États. Donc cela invite à même repenser cette souveraineté de nos États et à aller peut-être vers une intégration beaucoup plus approfondie entre Africains. Et cette situation aujourd'hui sur le terrain que vivent les forces de défense et de sécurité, qu'ils soient ouest-africaines ou plus globalement africains, les amène à s'adapter aujourd'hui face à cette menace qui est la menace terroriste. Que pensez-vous déjà des stratégies militaires développées sur le terrain par nos armées, les armées ouest-africaines, et également les partenaires également qui les accompagnent dans cette lutte puisqu'ils n'y sont pas Par seuls. rapport à la stratégie, j'aimerais parler du G5 Sahel
Comme vous le savez, la plupart des États, avec l'Organisation des Nations Unies, ont conduit la création de ce G5 Sahel-là, mais actuellement, j'ai l'impression que personne n'est en train de voir ce qui se passe avec cette force-là, parce que le G5 Sahel est en train de s'essouffler. La communauté internationale fait les yeux doux, mais la communauté internationale, le financement qui doit au G5 Sahel actuellement a été pratiquement ralenti. Donc ça revient à ce que l'on disait, si on avait une politique sécuritaire collective, on aurait pu s'autofinancer par rapport à cela, mais au lieu d'attendre l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou l'Union européenne, aussi, ils ont leurs intérêts. Et ils observent aussi la situation qui se passe. Ils voient qu'il y a l'entrée de la Russie par rapport à ces problèmes sécuritaires-là, au Mali, peut-être au Burkina, peut-être en Centrafrique. Donc, ils ont une autre lecture de l'autofinancement de ce G5 Sahel-là, parce qu'ils se disent que si on continue à financer ces troupes-là pour repousser ces groupuscules-là, est-ce que finalement ça ne va pas retourner contre nous? En Afghanistan, on a vu l'intervention américaine. Finalement, ça s'est soldé par un échec. Récemment, une rencontre s'est tenue entre ceux qui restent aujourd'hui du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, sans aujourd'hui des pays comme la Mauritanie, sans un pays comme le Mali qui a quitté aujourd'hui le G5 Sahel. Il y a une rencontre qui s'est tenue au Niger sans le Mali pour voir aujourd'hui comment redynamiser déjà l'organisation. Avec même les 49 soldats ivoiriens là. La situation avec les soldats ivoiriens, comment repenser aujourd'hui ce G5 Sahel-là et comment également aller vers cette redynamisation de cette force dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais cette force également est confrontée à un problème. C'est le problème aujourd'hui de l'autofinancement, comme vous l'avez dit. À chaque fois, pour la question de notre sécurité, de notre développement et de bien d'autres points, on attend à chaque fois le partenaire étranger ou bien cette communauté internationale pour aujourd'hui apporter une contribution qui puisse permettre d'aller de l'avant ou bien qui puisse permettre de trouver une solution par rapport à une situation qui est une situation qui se passe dans nos États. Donc, pour dire tout simplement que la communauté internationale, si l'Afrique pense qu'il faut attendre toujours la communauté internationale pour trouver des solutions à ces problèmes, je pense que ça c'est échoué. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut intervenir dans le développement parce que le développement, on l'a dit tout à l'heure, c'est satisfaire tout simplement les besoins primaires. Si les populations dans ces zones-là avaient accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, peut-être à l'employabilité, peut-être ces populations n'allaient pas adhérer à ces groupuscules-là qui contribuent à la déstabilisation de nos territoires. Mais on a vu que pratiquement ces zones-là sont abandonnées par les gouvernements en place où il n'y a pas la représentativité de l'État, mais aussi l'autre problème que je soulève par rapport à ces zones-là, c'est qu'il n'y a pas aussi de ressources venant de l'État, peut-être qui sont dotées à ces zones-là. Parce que cela est dû surtout à la corruption. Parce que des fois, même si ces ressources sont disponibles grâce à la communauté internationale ou à l'État central, mais il y a peut-être des manipulations au sein de nos États-là qui vont permettre de détourner ces ressources-là. C'est pourquoi la plupart des organisations internationales... Et le problème a été soulevé au Burkina aujourd'hui, où la plupart du temps, les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain se plaignent aujourd'hui des conditions de vie sur le terrain. D'ailleurs, remarque Christian Kaboré, après son élection pour un second mandat, avait d'ailleurs demandé un audit de cette situation pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais ces forces de défense et de sécurité, M. Diop, ne sont pas seules dans cette lutte contre le terrorisme. Elles sont également soutenues par des partenaires étrangers, des forces armées étrangères. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de l'intervention de ces forces étrangères dans cette zone ouest africaine, surtout dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Alors, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une question africaine, ou uniquement une question française, ou uniquement une question américaine. C'est un problème de sécurité globale. Donc ça veut dire que ça concerne toutes les parties de ce monde-là dans lequel nous vivons. Et donc, on est dans une sorte d'interdépendance. D'ailleurs, en relations internationales, c'est un concept qui est consacré, l'interdépendance complexe. L'idée selon laquelle un problème qui n'est pas résolu dans telle partie du monde peut avoir des déflagrations dans d'autres parties du monde. Donc, ma première lecture, c'est dans la normalité qu'il y ait des formes de coopération militaire qui aboutissent à la présence de forces armées étrangères dans certaines zones du monde, actuellement dans le Sahel, en Afrique, qu'il y ait des partenaires militaires, ce n'est pas fondamentalement un problème. Le problème réside là où nous n'avons pas une vision africaine de notre problème de sécurité, de notre question de sécurité. On n'a pas une stratégie africaine et
nous sommes dépendants des financements extérieurs. Donc quand on est dépendant des financements extérieurs, ou même quand on a une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas la pleine maîtrise des enjeux, on n'a pas la pleine maîtrise de sa liberté d'agir et de proposer. Donc on est assujetti à des volontés extérieures. C'est principalement ça le problème. Ce qui fait qu'en fait, on a une déconnexion, une rupture entre les populations à la base et les acteurs. C'est-à-dire que les populations contestent de plus en plus. Vous avez des militaires dont le métier c'est d'assurer la sécurité. Vous avez d'un autre côté des populations qui sont là qui disent non, nous ne voulons pas de tel type de militaire, de tel type de militaire, de tel type de militaire. Donc, et face à cette situation aujourd'hui, la question sécuritaire, elle est toujours là. Des personnes continuent toujours d'être victimes d'attaques terroristes. Au-delà de la limite, les questions aujourd'hui, ou bien les solutions militaires, ont montré leurs limites face à la menace sécuritaire. Quelles alternatives ou bien quelles approches aujourd'hui pour répondre encore un peu plus efficacement face à cette situation, qui est aujourd'hui une situation également assez transversale et assez globale, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure? Transversale, globale, qui ne doit pas seulement faire l'objet d'une lecture militaire. D'ailleurs, dans les missions des armées, il y a un certain nombre d'évolutions. Par exemple, quand vous prenez les pays, des pays occidentaux, l'armée ne sert pas qu'à faire la guerre. On est dans des formes d'armée de métier où vous avez des ingénieurs, des économistes, etc., qui sont à même de proposer d'autres façons d'agir sur les terrains et puis justement pour endiguer les menaces. Donc, on a parlé de faire du développement. Le développement, bon, c'est un paradigme qui est dépassé. Mais en tout cas, produire des richesses, se baser sur les populations endogènes pour les accompagner, les écouter, travailler avec elles pour créer, en fait, mettre en place en tout cas des plans qui vont perpétuellement améliorer leurs conditions de vie. Ça. Les populations qui soient actrices de leur propre progrès, que ce soit économique, etc. Parce que, en réalité, ce qu'il se passe, c'est que quand on n'a pas de métier ou quand on n'a pas de perspective économique, sociale, etc., on se rue vers des voies de garage. Donc les voies de garage, c'est être recruté, comme Daesh l'a fait, à recruter des individus, leur a assuré un salaire, leur a assuré une maison avec piscine, tout ce que vous voulez, et des femmes. Donc c'est des besoins primaires. Manger, boire, dormir, accessoirement être instruit, avoir des femmes. Oui, non mais c'est vrai, aussi terre à terre. Tout ce que vous venez de soulever tout à l'heure également, ce sont des solutions qui demandent également un certain financement, c'est-à-dire la solution financière ou bien liée également au développement, c'est-à-dire le développement de ces zones ou bien des populations qui vivent dans ces localités. Mais quelles sont les limites également de cet aspect financier-là ou bien de cette solution basée sur la question des finances? Les limites de la solution basée sur la question des finances. Si aujourd'hui, puisque ces groupes dont vous avez parlé tout à l'heure, Dr Diop l'a rappelé tout à l'heure, ils peuvent vous assurer une maison, vous donner de l'argent, vous donner tout ce que vous voulez. Si l'État également mise sur le développement des services sociaux de base, peut créer un salaire ou bien de certains émoluments à ces populations-là, cela pourrait également comporter certaines limites puisque ces groupes-là, dits groupes terroristes, utilisent souvent certaines méthodes qui sont à peu près similaires, certaines méthodes autant pour moi, qui sont à peu près similaires à cela. Est-ce que cela ne comporte pas également donc certaines limites, le fait de mettre en avant aussi l'aspect pécunier ou bien cet aspect financier? Oui, cela comporte peut-être des limites, mais en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsqu'un État investit sur une partie de son territoire, une partie qui n'a pas assez accès au développement, cela permet à la population de pouvoir vraiment bénéficier de cela, cela permet à la population de pouvoir accéder directement à l'emploi, au développement. Donc cela va peut-être permettre à ces zones-là, par exemple si vous prenez les zones de Tombouctou, les zones de Kidal, c'est des zones désertiques où peut-être l'État malien n'était pas, je dirais, assez présente. Mais actuellement, on a vu avec Assimi Goïta, la sécurité, je ne dis pas qu'à 100% c'est revenu, il y a des escarmouches, mais on voit que l'État malien est en train de revenir progressivement dans ces zones-là et de contrôler ces zones-là et de mettre en place avec les assises de la fondation. Et pour ces zones dont vous parlez, à savoir cette partie nord comme Tombouctou et d'autres États de cette partie nord du Mali, et des groupes comme les anciens groupes rebelles aujourd'hui
Touaregs ont également pris une résolution, c'est-à-dire également accompagner l'État ou bien compte accompagner la transition par rapport à la sécurisation aujourd'hui de leur localité et l'accompagnement également de ces populations qui vivent dans le développement de la localité ou bien de ces localités que sont Tombouctou ou les autres pays, des localités du nord du Mali. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Moussa Diop. Vous êtes analyste politique et spécialiste en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda, c'est un moment très intéressant. Merci également à Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'avoir été avec nous. Merci Daouda, je vous remercie. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.